9,5 millions de morts, 21 millions de blessés. Le 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale se termine sur un bilan terrible. Un conflit tel que l'humanité n'en avait jamais connu. Pendant 4 ans et 3 mois, des soldats venus d'une vingtaine d'États ont été plongés dans l'enfer des tranchées, sous un déluge de bombes. Une guerre d'une violence inouïe qui a transformé le visage du monde pour plusieurs décennies. Un siècle plus tard, alors que les paysages de l'Est de la France portent encore les stigmates de la guerre, des vestiges de 14-18 sont toujours cachés sous la terre et font l'objet de nouvelles enquêtes par les archéologues. Grâce à ces découvertes inédites et à des reconstitutions en images de synthèse, François Fichet de Clairefontaine, inspecteur général des patrimoines, et Stéphane Tison, historien, vont nous faire découvrir la Première Guerre mondiale comme nous ne l'avions jamais vue. Avec eux, nous suivrons le travail des experts sur le terrain qui découvrent au cours de leurs fouilles de nouveaux indices sur l'organisation des combats, le quotidien des hommes sur le front ou l'utilisation stratégique de souterrains pendant la bataille. À travers les vestiges de la Grande Guerre, ce sont des histoires inconnues de soldats morts ou disparus qui réapparaissent aujourd'hui pour nous raconter, 100 ans après, l'horreur de cette guerre, ancrée à jamais dans notre mémoire. Au début du XXe siècle, les relations entre les puissances européennes sont tendues. Les conflits diplomatiques se multiplient. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman s'opposent à la France, la Russie et la Grande-Bretagne. Dans les deux camps, les revendications nationalistes et territoriales prennent de l'ampleur. Le 28 juin 1914, un événement met soudain le feu aux poudres. L'archiduc François-Ferdinand d'Autriche est assassiné à Sarajevo par un jeune nationaliste serbe. Un mois plus tard, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Par le jeu des alliances, le fragile équilibre de l'Europe vole alors en éclats en l'espace de quelques jours. Les armées se mettent en ordre de bataille et le continent sombre dans la guerre, victime de la fureur des peuples à se déchirer. On vient de voir des images extrêmement impressionnantes de la mobilisation générale. Elle sonne le début de la Grande Guerre, de ce que l'on va appeler la Première Guerre mondiale. Mais est-ce qu'elle l'est vraiment dès 1914 ? En fait, c'est une guerre mondiale par la mobilisation des hommes, puisque dès l'entrée en guerre sont engagés l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman, mais également face à eux les Alliés, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique. Leurs empires coloniaux, qui vont être engagés progressivement. À partir de 1917, les États-Unis entrent en guerre également, donc on a progressivement une grande partie du monde qui est engagé dans ce conflit. C'est à l'époque plus de 60 millions d'hommes qui vont être mobilisés. Et dans ce sens-là, on peut dire que c'est une véritable guerre mondiale qui s'est engagée. Mais à regarder le théâtre des opérations, on a l'impression que c'est une guerre avant tout européenne. La plupart des batailles principales vont se jouer sur le théâtre européen autour de 4 fronts. Le front oriental, le front des Balkans, il y a également le front italien et puis bien sûr le front occidental où dès 1914 combattent des troupes allemandes, belges, françaises et britanniques. La question que l'on se pose, c'est comment en est-on arrivé à la fixation de ce front ? Alors en 1914, cette guerre va commencer comme une guerre de mouvement. Les troupes allemandes vont d'abord s'emparer de la Belgique et menacer le nord de la France jusqu'à s'approcher à une vingtaine de kilomètres de Paris seulement. Ensuite, une contre-offensive française, à partir du début du mois de septembre, vont repousser ces troupes allemandes un peu plus au nord du pays. Et à partir de ce moment, après 2 mois de combats extrêmement meurtriers, où les stocks de munitions ont été assez largement utilisés, ces armées épuisées vont commencer à s'enterrer pour se protéger et progressivement se met en place cette guerre de position qui ne sera réellement bousculée qu'en 1918 avec le retour de la guerre de mouvement.
Pendant 4 ans, tout le long du front ouest, les deux camps se font face à quelques dizaines de mètres de distance. Pour se protéger des tirs et des bombardements, les soldats s'enterrent dans le sol. Ils creusent au fil des mois de gigantesques réseaux de tranchées. À la fin de la guerre, les traces de ce théâtre sanglant sont rapidement dissimulées et les paysans récupèrent leurs terres. Mais les paysages de l'Est de la France restent à jamais marqués par le conflit. Un siècle plus tard, vus du ciel, de larges cicatrices sont encore visibles. Dans la Marne, à 65 km à l'est de Reims, une équipe de passionnés a décidé de réhabiliter un lieu emblématique baptisé la Main de Massige. Ces tranchées oubliées ont été creusées au sommet d'une colline qui surplombe la vallée de l'Aisne. Un lieu stratégique, l'un des plus disputés de la région au début de la Première Guerre mondiale. Depuis 4 ans, Éric Marchal fouille une parcelle de 3 hectares avec une armée de bénévoles. L'objectif, reconstituer le réseau de tranchées occupé par les deux camps. Nous sommes sur une tranchée qui est très peu profonde, qui fait à peu près 1,30 m de profondeur, qui au sol n'a un espace que d'à peu près 45 cm, pas plus, un peu plus évasé sur l'eau pour permettre aux épaules de passer. Il ne faut pas oublier que le soldat a un sac à dos assez volumineux, a son fusil, a son barda. C'est des tranchées vraiment très sommaires, hein. Les Allemands étaient établis à peu près à 50 ou 80 mètres d'ici. Donc bien évidemment, il était hors de question pour les soldats qui creusaient ces tranchées de dépasser la tête ou n'importe quel membre au risque de se faire tuer. L'architecture très simple de cette galerie étroite laisse entrevoir un quotidien particulièrement difficile pour les combattants au début de la guerre. Donc on s'imagine très bien la dureté donc de vie dans ces tranchées. Aucun aménagement, aucune protection pour le soldat. Quelques banquettes, des banquettes de tir qui permettaient de regarder ce qui se passait au-dessus en montant tout simplement pour observer face aux lignes allemandes qui étaient en face de moi un petit peu ce qui se passait. Nous sommes dans les tranchées, bien sûr, ouvertes aux tirs et aux intempéries. Les hivers ont été très rigoureux, très humides. Donc les soldats étaient dans l'eau en permanence. Quand il gelait, bien évidemment, les hommes, s'ils étaient trempés, ils étaient gelés également. C'est là qu'on a attrapé la fameuse maladie appelée les fameux pieds de tranchée, où le soldat va avoir le pied gelé, va avoir mal aux pieds. Mais au bout d'un moment, la douleur est telle qu'on n'a plus mal. Il est trop tard, donc il faut souvent amputer les pieds. C'est ce qu'on a appelé le pied de tranchée. D'accord, voilà. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc c'est un couteau dit couteau de boucher. On voit bien c'est un couteau donc, qui avait une poignée en bois, bon bien sûr qui a disparu avec le temps, avec une lame assez effilée et encore très bien aiguisée, donc des couteaux d'une certaine qualité, qui ont été achetés en quantité. Et donc chaque soldat va être doté d'un de ces couteaux avec des formes plus ou moins différentes. Dans sa veste ou dans son sac à portée de main dans un petit fourreau en cuir ou en tissu, mais il est très rare que les soldats s'en servent. Car beaucoup disaient, nous ne sommes pas des meurtriers, on ne veut pas en arriver là, à se battre vraiment au corps à corps, au couteau. Ce couteau n'est qu'un exemple des nombreuses armes qui équipent les membres des troupes françaises. Sur le site de fouilles, Éric Marchal et son équipe ont aussi découvert plusieurs fusils dotés de leurs baïonnettes, et même des pistolets automatiques fournis à certains soldats à partir de 1915. En 4 ans de travaux, près de 500 mètres de tranchées françaises et allemandes ont été fouillés sur le site de la Main de Massige. Au fur et à mesure, ces hauts lieux de mémoire sont reconstitués dans leur état d'origine. Du côté français, apparaît une première ligne à l'allure sommaire. Des parois de terre, des sacs de sable et un réseau de barbelés pour seule protection. Côté allemand, l'architecture se révèle plus élaborée. Les parapets sont hauts et renforcés de béton, les parois sont recouvertes de caillebotis pour évacuer l'eau, et des abris souterrains protègent les soldats des tirs d'artillerie.
Ces différences sont le reflet de stratégies militaires opposées. Au début de la guerre, les Allemands occupent la Champagne et comptent maintenir leur position coûte que coûte. A l'inverse, pour les Français, un enterrement prolongé dans les tranchées de Massige n'est pas envisageable. L'objectif est d'avancer, de reconquérir le territoire perdu au plus vite. Avec Massige, on a vu l'étude finalement de tranchées de première ligne. Mais au fond, le front d'Ouest ne peut pas se résumer simplement à une ligne allemande et une ligne française. En effet, c'est un dispositif très complexe. Il y a d'abord au centre, entre les deux camps, ce qu'on appelle le no man's land, qui est le lieu de tous les dangers, où les hommes vont combattre, bien sûr, où se trouvent les cadavres, les blessés qu'on essaie d'aller chercher. Ensuite, de part et d'autre du no man's land, il y a les premières lignes. C'est l'espace de la surveillance, c'est l'espace de la préparation des offensives, là d'où l'on part pour sauter le parapet et aller dans le no man's land, combattre. Donc c'est une zone véritablement importante où les soldats sont nombreux, mais ils sont protégés également par ceux qui sont dans les autres lignes. Parce qu'il faut imaginer qu'à partir de la première ligne, on a des boyaux de communication qui vont mener à une deuxième ligne. Cette deuxième ligne, on a des effectifs parfois plus importants. Ils vont venir en support des premiers lorsqu'ils sont attaqués, par exemple. Et puis, à nouveau, des boyaux de communication qui mènent vers une troisième ligne. Et là, c'est l'endroit où on trouvera les postes de commandement, où l'on trouve également les postes de secours. Mais alors ce front, c'est 3 lignes, peut-être plus quelquefois. Il doit être alimenté, il doit être nourri. Il y a donc un arrière-front immédiat. Voilà, tout à fait. Il faut imaginer à 5 km à peu près de ces différentes lignes, toute une organisation qui va alimenter ces hommes qui combattent et qui vivent sur cet espace. On y trouve les batteries d'artillerie qui pilonnent les lignes adverses, les états-majors, des zones de stockage, des lieux où l'on fait la cuisine. Alors il y a les gares de triage qui jouent un rôle important puisqu'elles sont en fait le maillon entre cet espace de front et l'arrière. Alors on a parlé d'intendance, d'organisation, il faudrait parler aussi des hommes. Finalement le soldat il reste assez longtemps sur ces zones de combat. Et l'archéologue aujourd'hui découvre justement de nombreux témoignages de la vie quotidienne du combattant en première ligne. Les hommes ont laissé d'innombrables traces des longs mois passés sur le front en première, deuxième ou troisième ligne. Sur le seul site de la main de Massige, Éric Marchal et ses collègues ont ainsi découvert plusieurs milliers d'objets ayant appartenu à des soldats français et allemands. Ils sont aujourd'hui précieusement conservés dans un lieu tenu secret, à l'abri des pillards et des collectionneurs. Sur les étagères, des casques, des fragments d'uniformes, des objets personnels, et même des gamelles et des boîtes de conserve qui laissent imaginer à quoi ressemble l'alimentation au cœur des tranchées. La première année de guerre, on mange très mal. Ce sont beaucoup de féculents, beaucoup de riz, de pommes de terre, très peu de viande. Et donc, le soldat fait appel aux colis, donc des parents ou de la famille, afin d'améliorer le quotidien qui est très insupportable pour eux. Donc là, nous avons une boîte de sardines qui est tout à fait civile. On imagine bien l'épouse ou les parents qui font le colis à leur fils ou au mari. Donc une boîte de sardines. Là, nous avons une boîte de petits pois qui est parfaitement inscrite. Donc la marque Le Progrès, donc petits pois extra fins. Donc bien évidemment, ce sont des objets civils. Ce sont des aliments qui étaient comme très prisés. Souvent, dans ces colis est envoyé en complément un petit peu de douceur locale, un saucisson ou une boîte de pâté qui peuvent améliorer un petit peu ce quotidien soldat, du chocolat également. Dans le pactage des combattants français, on trouve aussi ces petites fioles en verre. De l'alcool que les hommes boivent pour se donner du courage.
Nous avons retrouvé plusieurs pactages abandonnés des soldats et nous retrouvons des petites fioles en verre qui contiennent de l'alcool de menthe. Donc c'est un petit alcool qui était versé sur du sucre, quelques gouttes suffisaient. Et donc en absorbant ce sucre, ça donne un petit coup de fouet en cas de froid ou en cas un petit peu de baisse de tension, si on peut dire. Celle-ci était encore pleine et nous avons eu la chance de pouvoir l'ouvrir. Et donc elle sent encore l'alcool de menthe. Elle s'est conservée 100 ans après, donc avec ce bouchon complètement hermétique. Ces hommes condamnés à vivre les pieds dans la boue, dans la crainte permanente des bombardements, ne sont bien souvent pas des militaires de carrière. Entre 1914 et 1918, plus de 8 millions de civils français sont mobilisés. Dans leur pactage, ils ont emporté avec eux des souvenirs de leurs proches et de nombreux porte-bonheur. La découverte d'encriers sur les sites de fouilles démontre qu'ils écrivent aussi très régulièrement à leur famille. Bien souvent, les lettres évoquant trop précisément l'horreur du front sont interceptées par la censure et n'arrivent jamais à destination. Mais certaines passent malgré tout entre les mailles du filet. C'est le cas de ces 3 courriers rédigés par le soldat Albert Dadur, 20 ans, affecté à la main de Massige en décembre 1914. Un siècle après la guerre, ces écrits offrent une immersion terrible dans l'enfer des tranchées. Cher oncle et tante, je fais réponse à votre lettre et carte que j'ai reçue hier soir. Quand je rentre dans les tranchées, j'y suis pour 2 jours et 2 nuits, en première ligne sans coucher ni dormir, et puis 2 jours en deuxième ligne à la lisière d'un bois. Je suis à 25 ou 50 mètres à peine des Boches. Vous voyez qu'il ne faut pas qu'ils fassent un long bond pour venir nous trouver. On les entend parler. Il y a même des moments où ils envoient des pierres. Je vous promets qu'hier soir, quand on s'est couché, on était raide comme un bâton. Et puis dans la boue. Maintenant c'est la neige, tous les jours. Je vous promets que je ne sais pas comment on n'attrape pas plus de mal que cela. Et comment on peut résister, mal nourri, toujours froid, même pas d'eau à boire. Les 2 premiers jours, il y en avait qui faisaient fondre de la neige. Tout au long du conflit, des milliers d'hommes succombent directement à cause de ces conditions de vie presque inhumaines. Le soldat Albert Dadur, lui, est tombé sous le feu des bombardements le 7 février 1915. Ces balles et ces obus qui déciment les rangs des soldats deviennent au fil du temps de véritables emblèmes de l'horreur du front. Certains hommes mettent ainsi à profit leur talent d'artisan et fabriquent de petits objets à partir des douilles et des munitions ennemies. Un moyen de rompre l'ennui, mais surtout de dompter tous ces engins de mort. Ce qui est le plus émouvant, car derrière chaque objet, on le sait, il y a l'histoire d'un homme. On part d'un objet fabriqué par l'homme, mais destiné à la mort, à la guerre, et qui devient un objet travaillé par l'homme minutieusement, où on voit qu'il y a un certain amour qui a été apporté pour travailler cette douille d'obus. Voilà, on passe à un objet qui est prévu pour partir d'une famille, pour rester des décennies, pour le souvenir donc, du père ou de l'enfant qui est parti sur le champ de bataille. On le sait, la Première Guerre mondiale est devenue une guerre de masse, mais aussi une guerre de l'armement. Et c'est vrai que la dominante dans le combat, c'est l'artillerie. Obus, balles, et ceci dans des proportions qui sont absolument gigantesques. On estime que pendant la guerre, plus d'1 milliard d'obus ont été fabriqués, 55 milliards de balles de fusil et 66 millions d'obus à gaz. C'est donc toute une industrie
de l'armement qui se constitue. Et la Grande Guerre a pour particularité d'être une guerre industrielle. Et justement, Gilles Prilot, vous êtes archéologue, ce sol combattant est pour vous un sol qui est loin d'être inerte? Oui, tout à fait. Aux chiffres que l'on vient de dire, sur ce plus d'1 milliard d'obus fabriqués et tirés, il faut considérer qu'il y a 20% de ces obus qui n'ont pas explosé. Donc ces munitions, nous les rencontrons tous les jours. Alors on a un élément qui est très caractéristique, c'est l'obus de 75 que l'on connaît bien. Mais il n'y a pas que ça, il y a également tout le panel des obus dits à shrapnel, donc ces obus qui contenaient des petites billes de plomb ou de fer et qui est explosé à quelques mètres au-dessus de la tête des soldats pour créer des blessures très importantes. Puis vous avez les armes offensives comme les grenades. La grenade à manche allemande, par exemple, est très importante pour nous parce que le bois qui ne résiste pas à 100 ans d'enfouissement dans notre terre, eh bien, ne reste que le corps de la grenade et qui ressemble vraiment à s'y méprendre à une boîte de conserve. Donc si on n'a pas les codes, et si on ne connaît pas bien les types de ces munitions, ça peut être assez dangereux. Donc on trouve en fait des munitions un peu partout, mais il vous est arrivé récemment de faire une découverte assez terrifiante. Terrifiante, dangereuse, oui, à l'occasion des fouilles du canal Seine-Nord-Europe, qui est un chantier qui reliera Paris au nord de l'Europe. Et il y a un peu plus de 2 ans, eh bien, nous avons exhumé un dépôt d'obus de plus de 2 tonnes de munitions. Alors à ce moment-là, c'est un danger très important. Les démineurs arrivent pour neutraliser, sécuriser la zone. Et vu l'ampleur et compte tenu de la dangerosité des munitions qui avaient été découvertes ce jour-là, eh bien, les services de déminage ont décidé de faire exploser sur place ces vestiges. Si de nombreuses munitions reposent encore sous la terre du nord-est de la France, la majorité d'entre elles a bel et bien explosé pendant le conflit. Tout au long du front ouest, c'est un déluge de feu qui s'abat sur les hommes, presque en continu. Et aujourd'hui, des centaines de cratères parsèment encore les campagnes de Picardie, de Champagne et de Lorraine. Ces traces font désormais partie du paysage, à tel point qu'on ne les remarque presque plus. Et pourtant, vues du ciel, elles nous rappellent de manière saisissante l'extrême violence de ce conflit. On le voit un siècle après, à quel point finalement la guerre a marqué et marque encore nos paysages du nord de la France. Mais ces stigmates ne sont pas seulement liés aux explosions, aux obus, aux combats de surface. Plusieurs aussi sont liés à une guerre particulière terrible qui s'est déroulée dans le sol, sous les lignes de front, ce qu'on a appelé les guerres des mines. Oui, tout à fait. La guerre des mines, en fait, c'est vraiment une spécificité de la Grande Guerre. Il faut imaginer comme une petite montagne sur lesquelles se trouvent les lignes des 2 camps. D'un côté, le camp français, de l'autre côté, le camp allemand. Prenons l'exemple des Français. Les Français vont creuser un tunnel sous la tranchée adverse, à 20-30 mètres en sous-sol. Et puis, au bout de quelques jours, ça prend du temps, ils vont y placer un explosif très puissant. Et donc, lorsque cet explosif va sauter, eh bien, c'est tout l'ensemble de la tranchée de la ligne adverse qui s'effondre. Alors, ce qui fait un peu la particularité de cette guerre des mines, c'est que forcément, l'adversaire en face ne va pas vous laisser faire et qu'on assiste presque à une véritable guerre des mineurs. En effet, les Allemands vont de la même manière chercher à creuser un tunnel, mais en dessous de celui fait par les Français. On essaie de faire exploser une contre-mine qui va détruire le tunnel préparé. Le but va être de s'enfoncer le plus en dessous des autres pour empêcher toute attaque de ce type ou pour détruire la tranchée adverse. Dans le département de la Meuse, à 35 km au nord-ouest de Verdun, un lieu est devenu l'emblème de cette guerre des mines, la butte de Vauquois. Dès le début de la guerre, les états-majors des 2 camps considèrent ce promontoire comme un verrou stratégique. Les Allemands s'en emparent en septembre 1914, puis les Français reprennent position sur la butte en mars 1915. Commence alors une guerre souterraine d'une violence inouïe, une guerre des rats qui durera jusqu'à l'automne 1918.
100 ans après le conflit, la butte de Vauquois porte toujours les marques des combats qui s'y sont déroulés. Sous terre, les galeries sont presque intactes. La roche a conservé les traces de pioches, comme si les soldats avaient quitté l'endroit la veille. Depuis 20 ans, Alain Jeannesson explore ce site exceptionnel. Il connaît dans leurs moindres détails les 22 km de tunnels creusés par les soldats des deux camps. Nous sommes environ à 50 mètres des lignes françaises. Donc là, on n'avait aucun souci de se faire repérer. Donc on utilisait les marteaux-piqueurs, les marteaux-compresseurs qui étaient très bruyants. Mais dès qu'on était à une distance inférieure à 20 mètres de l'adversaire, c'était obligatoirement du travail manuel, c'est-à-dire tout était fait au pic et à la pioche. Vous voyez, cette roche est assez tendre, hein, mais c'était quand même, quand vous creusez plusieurs heures de cette façon-là, vous ressortez épuisé. Le sol est transformé en vaste termitière. Du côté allemand, une véritable ville souterraine est creusée dans la roche, avec des aménagements étagés sur plusieurs niveaux. Les Allemands vivaient sous terre. Jusqu'à un niveau de 10 mètres de profondeur, vous avez la zone vie, poste de garde, poste de commandement, chambre, cuisine, hôpitaux. Il y avait même une chapelle, puisqu'il y avait plusieurs aumôniers. Donc vous voyez, c'était une véritable caserne au premier niveau. Et ensuite, un niveau inférieur, jusqu'à 20-25 mètres de profondeur. C'est là donc avait lieu cette guerre souterraine. On partait donc de ce secteur pour aller sous la ligne française. Dans ce dédale de tunnels, où l'on avance tête baissée, les soldats allemands restent jusqu'à 4 semaines sans voir le jour. Les Français, eux, ne passent jamais la nuit en sous-sol. Leurs galeries servent uniquement à poser des explosifs sous les lignes ennemies. Dans les entrailles de la terre, les mineurs creusent sans relâche, le plus discrètement possible. Ils doivent aussi constamment tendre l'oreille et tenter de localiser les ennemis afin de les contrer. Devant nous, nous avons un géophone. Les géophones, c'est ni plus ni moins le stéthoscope des médecins. C'est exactement le même principe de fonctionnement. Il avait un système d'écoute à chaque oreille et il se plaçait ses écouteurs sur la paroi, au sol, au plafond, et il devait avoir la même intensité donc, dans chaque oreille, et ça indiquait qu'il était dans la bonne direction. Et avec plusieurs postes d'écoute comme ceci, on faisait des recoupements. Et on avait donc une localisation très précise de l'adversaire. Ça avait une portée d'un peu plus de 20 mètres. Donc c'était un système d'écoute qui avait donc un rôle vraiment prioritaire hein, au niveau donc, de la guerre des mines. Le bilan de la guerre sur la butte de Vauquois est terrible. Au total, 519 explosions sont recensées. Après 1500 jours de conflit, le sommet de la colline est transformé en paysage lunaire, parsemé de cratères immenses. Difficile d'imaginer qu'en 1914, un village s'élevait ici. Nous étions ici vraiment dans le centre du village. Vous aviez ici la place du village avec son église. C'est un village de 168 habitants, essentiellement agricoles, quelques commerçants et beaucoup de bûcherons. Eh bien, du village, il ne reste rien. Tout a été pulvérisé. Ici, les 4 ans de conflit ont fait près de 15 000 victimes. Et aucun des deux camps n'est parvenu à prendre le dessus. C'est seulement le 26 septembre 1918, à l'arrivée des troupes américaines, que cette bataille sanglante se termine enfin. Mais aujourd'hui encore, on estime que 1000 soldats n'ont jamais été retrouvés. Ils reposent toujours sous cette terre meurtrie, devenu lieu de mémoire. Finalement, on le voit, avec la Première Guerre mondiale, le sol est entré pleinement dans le combat. On le constate avec les tranchées, on l'a vu avec la fameuse guerre des mines, on le voit aussi dans un cadre particulier, d'ailleurs on y est actuellement dans cette carrière de Naour. Le monde souterrain a été aussi un lieu de refuge important pour les soldats. Ces carrières, souvent créées au Moyen-Âge pour extraire la pierre des constructions, et qui sont réutilisées durant la Première Guerre mondiale.
Alors les carrières, en effet, c'est un élément étonnant, assez peu connu finalement de la Grande Guerre. On en trouve en Picardie plusieurs centaines, peut-être près de 500. Ces carrières peuvent être utilisées pour la préparation du combat, pour se protéger de l'artillerie bien sûr, également des événements climatiques que les soldats doivent vivre au quotidien. Et puis, vers l'arrière, on peut avoir des zones de stockage, des lieux de repos, hein, comme ici à Naour, par exemple. Et globalement, ces carrières constituent pour l'historien et l'archéologue un champ d'investigation vraiment passionnant sur la vie de ces combattants. En Picardie, on les appelle les creutes ou les muches. Et nombre de ces carrières renferment de véritables trésors. Semelle de chaussures. Des vestiges de la Grande Guerre qui ont traversé les âges, à l'abri de la lumière. Aujourd'hui encore, toutes n'ont pas été explorées par des archéologues. À 40 km au nord-ouest de Reims, sur la petite commune de Bréant-Lannoy, la carrière de Froidmont fait partie de ce patrimoine méconnu. Dans l'obscurité, un vaste dédale de tunnels s'étend sur plus de 40 hectares. On a cette trace là. Tu vois? Oui, il y a une rigole là tout le long. Alors, pourquoi Bah, ou alors c'est une limite pour mettre les boiseries, tu sais. Des clous? Voilà. Gilles Chauvin est le gardien de ce lieu singulier depuis plus de 25 ans. Il a toujours vécu non loin de là et arpenté déjà les galeries de Froidmont lorsqu'il était adolescent. Ah oui, d'accord. À ses côtés, Gilles Prilot, archéologue. C'est la toute première fois qu'il vient ici. Son but, tenter d'évaluer l'intérêt archéologique de la carrière. Alors on sent bien le bois décomposé sous ses oui, pieds. Hein. C'est très beau, on dirait de la moquette. Hein. Ouais, c'est vrai que ça nous fait une espèce de moquette. Là. Ah oui. Toujours du barbelé, je vois quelques bouteilles encore là-bas. Ah, c'est vraiment immense. Hein. Non, tout à fait. Alors, oh là c'est quoi? Qu'est-ce que Ben c'est? voilà. Donc des restants de lit. Ah oui, effectivement, oui. Hein. Le grillage, le bois qui a pourri, et puis au mur, les clous et support d'étagère. C'est incroyable. C'est-à-dire que là... Là, on a un immense chalet, presque un lit collectif. Là. C'est énorme. Des lits superposés, quelques étagères, des clous pour accrocher ses affaires, des cloisons en bois pour améliorer l'intimité. L'analyse de la pièce révèle une chambrée au confort sommaire, pouvant accueillir une vingtaine de soldats. Ce qui est vraiment très surprenant, presque hallucinant, c'est l'état de conservation, hein, puisque tout est conservé, c'est-à-dire le grillage qui est étendu pour les lits, les boiseries, il y a des éléments de cuir qui sont conservés, qui jonchent le sol, c'est vraiment extraordinaire, quoi. En longeant les galeries, les deux hommes découvrent successivement plusieurs dépotoirs. Des chaussures en cuir, des outils, des restes alimentaires. Pendant des mois, les occupants des lieux ont jeté d'innombrables détritus. Bon, il y a beaucoup de tessons, hein, beaucoup de tessons de verre. Bon. Un peu de terre cuite, donc ça c'est un fragment de bouteille de schnapps. Hein. On a déjà un petit fragment ici. Avec un peu de chance, ça remonte. Hein. Ouais, ça colle. C'est proche de ce qu'on a vu. Voilà, c'est vraiment proche de ça. Voilà. Classique hein, des bouteilles de schnapps utilisées par l'armée allemande. Des restes d'origine allemande, mais aussi britannique, française et américaine, jonchent le sol de la carrière.
La preuve que des combattants des deux camps se sont succédés ici. Les uns après les autres, tous ces hommes ont voulu laisser une trace durable de leur présence sur le champ de bataille. Sur les murs, ils ont ainsi gravé leurs noms, sculpté des signes religieux, dessiné des visages. Partout où le regard se pose, des inscriptions apparaissent, surgissant du calcaire tel des peintures rupestres venues du fond des âges. Au total, Gilles Chauvin a recensé plus de 1000 inscriptions. Et la grande majorité de ces souvenirs militaires a été laissée par les Américains. Pourtant, les écrits historiques indiquent que ces derniers ont vécu ici seulement 6 semaines, au début de l'année 1918. Ned Perry, ici. Fred J. Brophy, Tom Sand, Compagnie A, 101e bataillon de mitrailleurs, donc USA. Il y a même presque des signes de propagande, ou en tout cas de publicitaire, en tout cas qui vont rappeler véritablement, qui vont marquer l'appartenance américaine avec la représentation de Buffalo Bill, par exemple, ces dizaines de profils d'Amérindiens, enfin d'Indiens des plaines. En 6 semaines, ils se sont vraiment lâchés. La conservation du bois, elle est extra. L'intérêt, c'est que certains secteurs de ce site sont véritablement dans leur jus, c'est-à-dire que tels que les soldats ont laissé ces secteurs au moment de leur départ. Donc là, pour le coup, c'est vraiment très rare de pouvoir observer à grande échelle ce type de phénomène. Et puis, ce télescopage de nationalité, de l'occupation allemande, cette occupation brève américaine, franco-américaine, qui est assez étonnante avec ces sculptures par centaines. Ça interpelle, quoi. C'est vraiment très curieux. En tout cas, c'est un site qui mérite d'être plus connu, plus valorisé. Et c'est un site qui est loin d'avoir livré tous ses mystères, ça c'est clair. Les trésors que renferme la carrière de Froidmont sont les témoins inestimables de cette vie souterraine des soldats dont on parle si peu. Ici, comme dans les nombreuses carrières disséminées le long du front ouest, le travail de recensement et d'analyse ne fait que commencer pour les archéologues et les historiens. À 150 km plus au nord, sous les pavés de la ville d'Arras, un autre souterrain fait lui aussi l'objet de toutes les attentions. Arras est l'une des villes martyres de France. Presque totalement vidée de ses habitants dès la mobilisation d'août 1914, elle vit quotidiennement sous le feu des bombardements. En 1916, le front est transmis au commandement britannique. Des milliers d'hommes venus d'Angleterre et des colonies de la Couronne débarquent dans la ville anéantie et investissent les lieux de cantonnement. Mais ces hommes ne sont pas seulement installés en surface. À 20 mètres sous terre se trouve un vaste réseau de carrières entièrement aménagé. Alain Jacques est le directeur du service archéologique d'Arras. Cela fait plus de 10 ans qu'il étudie ce lieu tentaculaire qui pouvait accueillir jusqu'à 24 000 soldats. Tout était prévu pour eux. Il y avait donc l'antenne médicale, il y avait un hôpital de 700 personnes, pour 700 personnes. On avait les douches, il y avait les latrines, toutes sortes en fait de lieux pour pouvoir avoir un séjour le plus agréable possible dans ces carrières. L'analyse des dépotoirs laisse entrevoir le quotidien de ces hommes, installés dans le sous-sol, à l'abri des bombes. Grâce aux formes qu'on arrive, malgré la rouille, à deviner, on voit qu'il y a donc des boîtes pour les biscuits, il y a des boîtes pour le lait concentré, des bidons pour l'eau, aussi beaucoup de boîtes de cornets de bif qui étaient régulièrement données aux soldats.
On retrouve énormément de contenants en verre pour des sauces Worcester, qui est une sauce aigre-douce, qui était très appréciée en fait des Britanniques depuis la fin du 19e siècle, avec la conquête de l'Inde. Il faut avouer que les viandes qui étaient distribuées étaient quand même des viandes sans saveur, sans goût. Donc on utilisait ces sauces pour rehausser. Et ça, c'est vraiment tout à fait typique des Britanniques. Le soin apporté à l'alimentation du soldat pour rester au plus près de ce qui était servi dans un pub à Londres ou à Leeds. Ces vestiges laissent entrevoir une alimentation variée et de bonne qualité, bien différente de celle des soldats français. Les Anglais ont apporté avec eux leurs coutumes alimentaires, comme pour conserver des repères dans la tourmente du conflit. Mais offrir de bons repas aux combattants relève aussi de la stratégie militaire. Pour les états-majors britanniques, une armée au ventre bien rempli offre en effet de meilleures chances de victoire. Alain Jacques et ses collègues ont d'ailleurs découvert d'étonnants produits de luxe, de nombreuses bouteilles d'alcool et notamment de champagne. On pourrait se demander que fait une bouteille de champagne dans un dépotoir militaire, mais on a une partie de la réponse dans un écrit qui a été réalisé par un habitant d'Arras qui travaillait à l'octroi, donc c'est la douane pour l'époque, et qui a noté que pour le premier semestre 1916, on n'avait jamais consommé autant d'alcool, et en particulier du champagne. Dans les entrailles de la ville d'Arras, les soldats de l'Empire britannique ont donc adopté une vie troglodyte relativement confortable. Comme s'il s'agissait de profiter de la vie avant d'aller au front et peut-être de ne jamais revenir. En fait, ces carrières souterraines que l'on vient de découvrir, elles ne sont qu'une infime partie d'un ensemble tentaculaire. On est ici à l'est d'Arras, dans les faubourgs de la ville, à 3-4 km des premières lignes, juste en face des lignes allemandes. Et là, en 1917, 24 000 soldats vont s'abriter dans ces carrières. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi sont-ils venus ici? En fait, Arras est une ville qui est un champ de ruines à ce moment-là. Les Britanniques sont bloqués, ils n'avancent plus, ils n'arrivent pas à percer cette ligne de front. Et donc, ils vont chercher à trouver une solution. Et ils se rendent compte qu'il y a de très nombreuses carrières qui existent aux alentours d'Arras et près de la ligne de front. Ces carrières, il a fallu les aménager. Et ce sont des milliers d'hommes qui, pendant plusieurs mois, vont être amenés à relier les différents souterrains les uns avec les autres. Et puis surtout, il y a un autre aspect qu'il faut voir, c'est que ces carrières vont servir de base à l'assaut. Des tunneliers, pendant plusieurs semaines, vont creuser des tunnels vers la ligne adverse qui vont permettre, le jour venu, de lancer ces troupes pour essayer de percer finalement le front adverse. Dans le sous-sol d'Arras, les hommes ont bâti une cité colossale. Un labyrinthe de salles et de galeries s'étendant sur plus de 20 km. Un travail de forçat accompli par un contingent de 500 hommes qui se relayaient jour et nuit. Sur les parois, des inscriptions révèlent l'identité de ceux qui ont manié pelles et pioches pour accomplir ce travail de titan. Des hommes venus d'un pays aux confins de l'Empire britannique, la Nouvelle-Zélande. Ce ne sont pas des soldats, ils ne sont pas en armes, ce sont des gens qui viennent des mines de charbon de Nouvelle-Zélande, qui se sont engagés, ce sont des volontaires, et qui étaient en charge de préparer l'arrivée des dizaines de milliers de soldats qui devaient stationner ici à partir du mois d'avril 1917. Ils vont mettre à peu près 5 mois pour réaliser un travail important. Il y avait même des concours entre les 3 équipes qui se succédaient, ça travaillait jour et nuit. L'équipe qui arrivait à enlever le plus de mètres cubes et de travailler le plus loin possible. Au mois de mars 1917, les carrières peuvent enfin accueillir les 24 000 soldats de l'Empire britannique. Les tunnels d'assaut rejoignant les lignes ennemies sont eux aussi achevés. Tout est prêt pour la grande offensive, prévue début avril.
Il y a un premier essai de transport de troupes dans ces galeries au tout début du mois, le 7 avril, donc 2 jours avant l'offensive, et tout se passe bien. On vérifie que les hauteurs sont bonnes, qu'on peut stocker les gens dans de bonnes conditions. Et le 9 avril 1917 à 5h30, c'est le coup de sifflet, hein, c'est over the top. Et ces milliers, ces dizaines de milliers d'hommes vont surgir de toutes les sorties préparées par les Néo-Zélandais. La tactique est inédite, la tactique est étonnante. Nous sommes le 9 avril 1917, il est 5h30 du matin. On est au printemps, mais il neige ce matin-là. 24 000 soldats vont partir à l'assaut. Ils ont pris d'ailleurs un petit verre d'alcool pour se donner du courage. On va faire sauter les tunnels et ils vont sortir. Et la surprise va être totale. C'est en effet une surprise totale pour les Allemands. Les Britanniques vont sortir véritablement au nez et à la barbe des Allemands. Ils sont en plein réveil, voire endormis. Certains vont être faits prisonniers sans bottes. On les trouve en pyjama, en train de prendre leur café. Et puis, l'offensive est également protégée au nord par les Canadiens qui attaquent Vimy, au sud par les Australiens. L'ensemble de ces hommes vont avancer finalement très rapidement. On prend la première ligne, la deuxième ligne, on avance de 10 km. Donc c'est véritablement une avancée considérable pour l'époque. Donc la percée tant attendue a eu lieu, elle a réussi? Malheureusement non. Passé l'effet de surprise, les Allemands vont réagir. Ils vont utiliser une tactique qui est celle du front élastique, qui consiste en fait à laisser entrer l'adversaire sur le territoire défendu, le temps que les renforts arrivent, et à partir du moment où il y a suffisamment de troupes qui peuvent réagir, ils vont bloquer finalement cette offensive qui est stoppée donc à une dizaine de kilomètres. On va continuer à combattre pendant environ 1 mois, mais sans que cette percée soit réalisée véritablement. Tandis que l'horreur collective de la guerre se poursuit sur le front, les soldats trouvent régulièrement refuge à l'arrière, dans des camps de repos. Toutes les 3 semaines environ, blessés et miraculés y sont envoyés pour reprendre des forces. Les hommes, usés par l'intensité des combats, tentent alors d'y retrouver une vie presque normale. Dans la Meuse, à 62 km à l'est de Châlons-en-Champagne, des archéologues ont découvert les vestiges d'un camp de repos allemand. Son nom, le Borrieswald. Situé à seulement 8 km du front, au cœur de la forêt d'Argonne, cette base arrière pouvait accueillir jusqu'à 3000 soldats. Elle comprenait un hôpital, des cuisines, des écuries, et même un cinéma et une ligne de tramway. Depuis 5 ans, une équipe de chercheurs dirigée par l'archéologue Yves Desfossés travaille à mettre au jour les restes du Borrieswald. Ah bah, il y a quand même quelques fers de chevaux qui sont sortis. Pour une écurie, c'est plutôt bien et logique. Ok, oui, donc on a quand même des modèles assez différents au niveau des tailles. Ouais, c'est ça. Celui-là est beaucoup plus petit, ce qui montre la diversité des montures utilisées. Puis celui-là, oui, donc il a ses crampons à glace pour l'hiver sur l'arrière du fer. Bien, Tous les objets découverts sur le site de fouilles sont emportés à 70 km de là, dans les locaux du dépôt archéologique de Châlons-en-Champagne.
Sur ces rayonnages, plus de 10 mètres cubes de matériel sont précieusement conservés, à l'abri de l'humidité. Uniformes, chaussures, vaisselle, restes d'alimentation, tous ces vestiges contribuent à mieux comprendre l'histoire du camp et de ses habitants. On décrit assez rarement ses conditions de repos, sa vie de tous les jours, comment on mange, qu'est-ce qu'on a au fond de ses poches. Et donc tous ces éléments-là, au fur et à mesure qu'on les fouille chaque année, on a de nouvelles informations sur la vie très quotidienne de ces soldats. C'est presque une vie finalement d'un monde civil, mais qui a été placé sous les armes. Il y a quelques années, l'équipe a fait une découverte étonnante. Plusieurs centaines de dents et du matériel médical retrouvés enfouis dans le sol au sud du camp. On savait par une carte d'organisation du secteur établie par les Allemands en septembre 1918 qu'il y avait un dentiste sur le camp, mais la localisation était très vague. Et donc les investigations de terrain ont fait qu'en 2010, on a réussi à retrouver l'emplacement de 2 fosses dépotoirs qui avaient été utilisées exclusivement par le dentiste pour rejeter ceux dont il n'avait plus besoin dans son activité de soins dentaires. On a finalement tous les résidus de son métier et donc on retrouve la matérialisation du soin de base du dentiste qui est l'arrachage de dents. Voilà. Donc on a retrouvé à peu près 400 dents arrachées dans les 2 fosses. Il pratiquait des soins plus complexes et notamment on a retrouvé d'un côté la plastiline qui permet de faire le moulage dentaire. On est dans une pratique très proche des dentistes actuels. On a aussi les ampoules de novocaïne, donc produits toujours utilisés qui permettaient d'insensibiliser le patient. Sur le front, les conditions d'hygiène sont particulièrement difficiles. Une simple carie peut se transformer en abcès douloureux qui handicape lourdement le soldat au combat. Les états-majors doivent donc prendre des mesures pour soigner leurs hommes, pas par simple philanthropie, mais par stratégie guerrière. Un soldat qui, je dirais, a des dents en mauvais état et pas un soldat qui est à 100% de ses conditions opérationnelles. Donc il faut traiter le mal à la racine. Alors on s'aperçoit notamment sur les dents qu'il y a des arrachages de caries qui sont particulièrement impressionnants. Donc on va certainement aussi faire des prothèses dentaires afin de redonner à ces soldats, je dirais, la possibilité de s'alimenter de manière assez bonne. Tous ces éléments révèlent la piètre hygiène bucco-dentaire des soldats. Une santé fragile qui est par ailleurs aggravée par des repas sommaires. À cause du blocus imposé à l'Allemagne par les Alliés, les matières premières manquent et la ration alimentaire des soldats se réduit tout au long de la guerre. Même à l'arrière, dans les camps de repos, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Mais ici, loin du vacarme de l'artillerie, les troupes épuisées peuvent néanmoins souffler le temps de quelques jours. On tente également de soigner les innombrables blessés quotidiennement évacués du front. Malheureusement, face aux blessures effroyables et à l'afflux incessant de victimes, le corps médical est bien souvent démuni. Nombre de ceux qui ont échappé au front finissent par perdre la vie dans les centres de soins. Le bilan humain de la Grande Guerre est terrible. Jusqu'à l'armistice en 1918, on compte plus de 21 millions de blessés et 9,5 millions de morts dans les 2 camps. En fait, la Première Guerre mondiale a été une guerre de masse, avec des morts de masse, dus aux effets d'ailleurs de l'artillerie. On constate dès les premiers jours des combats, ce sont des cadavres qui parsèment les champs lorsque ceux-ci ne sont pas en quelque sorte cachés dans les trous d'obus, voire pulvérisés. Et donc, ces premiers morts, comment, finalement, les gère-t-on? En fait, il faut bien imaginer que les premiers mois de la guerre ont été les plus meurtriers du conflit. En août et septembre 1914,
ce sont des centaines de milliers d'hommes qui tombent sur le champ de bataille. Les soldats, évidemment, vont autant que possible les inhumer dans l'urgence, au bord d'un chemin. Mais la norme et la règle dans les armées, c'est la fosse commune. Du côté français, on prévoit dans le règlement 100 hommes par tombe. Du côté britannique, 6 hommes par tombe. Du côté allemand, on est davantage dans la tombe individuelle, mais vu le nombre effrayant de pertes, ils vont aussi utiliser des fosses communes. Le problème, c'est que les familles protestent. C'est la mort anonyme, alors qu'elles souhaiteraient qu'on rende hommage, un hommage digne à leurs défunts, le père, le fils, un oncle. Et donc, la fin de l'année 14 et le début de l'année 1915 vont complètement changer la donne dans le traitement des défunts. Exactement. Pour les familles, c'est devenu un véritable scandale. En septembre-octobre 1914, les états-majors reçoivent des centaines, des milliers de lettres des familles qui demandent le rapatriement du corps vers l'arrière pour les inhumer dans le cimetière communal. Les états-majors vont en tenir compte. Une nouvelle réglementation est rédigée qui va obliger à inhumer ces soldats, non plus dans des fosses communes, anonymes, mais dans des tombes individuelles. Et c'est vraiment un basculement anthropologique, culturel, fondamental. Avant la Grande Guerre, on enterrait en fosse commune. À partir de la Grande Guerre, on assiste à l'individualisation, à la personnalisation des tombes des morts pour la patrie. Dans l'enfer du front, il n'est pas toujours possible de donner une sépulture digne aux hommes qui perdent la vie. Certains corps disparaissent, pulvérisés par les tirs d'obus. D'autres sont ensevelis à la hâte, au cœur du no man's land. De nombreuses tombes sont aussi détruites par les bombardements intensifs et les restes de ceux qui y reposent se trouvent alors perdus à jamais. Un siècle plus tard, ces victimes oubliées refont parfois surface. Chaque année, près de 20 corps de soldats sont en effet découverts à l'occasion de travaux ou de fouilles archéologiques. À Marseille, l'anthropologue Michel Signoli est l'un des gardiens du souvenir de ces hommes. Avec son équipe, il analyse aujourd'hui 3 squelettes exhumés près de Reims, il y a quelques mois. 3 hommes enterrés ensemble dans une fosse commune, à qui il faut désormais redonner une histoire. Déjà, l'analyse des restes d'uniformes a révélé leur nationalité et le bataillon auquel ils appartenaient. Des spécialistes des uniformes français Première Guerre mondiale ont tout de suite vu que ces restes, quand même très abîmés, très altérés, il faut imaginer que ça passait 100 ans dans la terre, correspondaient à ceux d'un sergent des chasseurs à pied français. Le deuxième élément, c'est qu'au niveau des jambes, ces individus portaient ce qu'on appelle des guêtrons. Et ces petites guêtres en cuir, a priori un simple élément d'uniforme, un simple détail, sont extrêmement importants parce qu'ils permettent une fourchette de datation du décès et de l'inhumation de ces individus, puisque les chasseurs à pied ne portent ces guêtrons qu'en 1914 et sur les toutes premières semaines de l'année 15. Ces hommes ont donc perdu la vie lors des premiers mois du conflit. Mais qui étaient-ils? Quel était leur âge? Comment sont-ils morts? Les spécialistes analysent minutieusement les ossements du premier soldat. On a le fémur, le tibia complet, la patella. La fibula est fracturée mais complète. 1, 2, 3 fractures mais complètes. La tête de l'humérus est à peine fusionnée. Pas très âgé là. Ouais, pas très âgé, à droite comme à gauche, hein, des deux côtés. Au niveau des clavicules, la fusion n'est pas faite. Donc on est à moins de 25 ans, hein, clairement. Autre élément clé, la dentition. L'odontologue Delphine Tardiveau recense tous les indices pouvant l'informer sur l'âge et l'état de santé du défunt avant sa mort. Au niveau dentaire, alors effectivement, un individu jeune, on a les cuspides des dents qui sont bien marquées, il a les dents qui ne sont pas usées. Ouais, on n'a pas d'alvéolis. On a des caries quand même.
Il a les dents de sagesse en place, donc a priori 18 ans. L'expertise révèle que cet individu est le plus jeune des trois. L'un de ses camarades était âgé de 25 à 30 ans. Quant à l'autre squelette, il affiche une usure dentaire plus avancée et des traces d'arthrose sur les articulations. Pour les spécialistes, l'homme avait probablement une quarantaine d'années. Yann Ardagna, expert en paléopathologie, recense désormais les particularités osseuses de chaque individu. Son but, identifier d'éventuelles blessures susceptibles d'avoir entraîné la mort. Toute la face n'a pas été conservée, donc ça a probablement été arraché lors de la découverte. En revanche, on a ici une petite zone de dépression perforante au-dessus de la suture de l'os temporal, 5 cm environ sur 3 cm, qui pourrait correspondre à une zone d'arrachement. On pourrait être face à quelque chose qui aurait pénétré le crâne, bien évidemment, là, qui aurait bien entraîné la mort. On n'arrive pas à déterminer si c'est un orifice d'entrée ou un orifice de sortie. Donc, au niveau de l'ilion à gauche. Donc on a ici un point d'impact qui a entraîné des fractures secondaires, des fractures radiaires en étoile. Donc là aussi, on peut supposer soit un éclat d'obus, soit le souffle d'une déflagration, soit pourquoi pas un projectile. On a aussi sur l'avant-bras droit des fractures complexes. Alors ces fractures sont survenues sur os frais, encore vivants, et ce sont ce qu'on appelle des fractures plutôt périmortem, c'est-à-dire qu'elles sont survenues aux alentours du moment de la mort. Donc ça nous fait quand même 3 éléments en faveur d'une cause de la mort violente, comme on peut s'y attendre. Ces 3 jeunes soldats français ont donc probablement été mortellement blessés par des tirs ennemis. Une mort violente, atroce, à laquelle les chercheurs sont presque systématiquement confrontés lorsqu'ils analysent des corps datant de la Première Guerre mondiale. Il y a des choses terribles, évidemment, qu'on voit même si on est confronté qu'au squelette. L'âge des individus, qui est toujours quelque chose de perturbant. On a quand même très souvent de très jeunes individus, moins de 20 ans, qui sont là. Et puis bien sûr, même s'il n'y a plus les chairs, il y a ce que nous on peut constater au niveau des pathologies traumatiques, des résultats donc, de tirs de mitrailleuses, d'éclats d'obus, de membres emportés, de crânes éclatés, etc. Il y a pour le coup une véritable différence avec d'autres périodes, d'autres conflits, où il n'y avait pas ces traumas aussi marqués, aussi importants, aussi nombreux. Les traces portées par les corps de ces 3 chasseurs alpins nous rappellent aujourd'hui la violence inouïe de cette grande guerre. 100 ans après, ils sont enfin tirés de l'oubli et retrouveront bientôt une sépulture définitive. La poursuite de l'enquête permettra même peut-être un jour de leur redonner un nom. Sait-on aujourd'hui combien il reste de soldats à redécouvrir en quelque sorte ? On estime à environ 670 000 le nombre de corps qui restent dans le sol du front occidental. C'est un chiffre considérable qui est dû aux armements. Beaucoup de ces hommes ont été parfois pulvérisés par des obus, par la guerre des mines. Certains cimetières ont pu être détruits pendant le combat et donc un certain nombre de tombes ont disparu. Yves Desfossés, vous êtes spécialiste de la Première Guerre mondiale, archéologue, et il y a quelques années, vous avez mis au jour une tombe qui reste aujourd'hui très singulière. Alors c'était en 2001, et l'appel mécanique a mis au jour une très grande fosse de 15 mètres de long sur 2,50 m de large, qui a révélé la présence de 20 corps de soldats, et 19 corps avaient une disposition très particulière. Alors, on est généralement dans le cas de la Grande Guerre, dans des sépultures d'urgence, avec des corps qui sont déposés très rapidement et ensevelis dans l'urgence. Et là, on s'aperçoit, si on regarde en détail la fosse, c'est que les 19 premiers corps, en fait, sont au coude à coude, et qu'on a donc enterré ces soldats de manière très précautionneuse, afin que chaque individu ait son coude droit sur le coude gauche de l'individu précédemment inhumé. Alors, sait-on un peu plus sur ces soldats, leur origine, et finalement, qui les a inhumés et pour quelles raisons on a cette disposition ?
Alors, la fouille a permis de dégager avec les squelettes des éléments d'uniforme qui permettent de montrer que ce sont des soldats britanniques du 10e bataillon du Lincolnshire Regiment, qui vient du petit port du nord-est de l'Angleterre de Grimsby. Et ces soldats s'étaient eux-mêmes affublés du surnom des Grimsby Chums, c'est-à-dire les potes de Grimsby. Donc en fait, cette sépulture va montrer les forts liens d'amitié qui ont certainement été renforcés par la pratique combattante et la guerre, mais qui devaient déjà exister antérieurement à la guerre. C'est vrai que l'archéologie là nous livre une dimension humaine inattendue sur le comportement des soldats en zone de combat. Voilà, dans la littérature combattante, la description des inhumations est réduite à sa plus simple expression. Et là, finalement, la fouille archéologique de cette sépulture multiple permet de mettre en exergue des gestes funéraires extrêmement poussés. Je vous rappelle qu'on est là en première ligne de front, donc on prend des risques pour enterrer ces soldats et ses compagnons d'armes. On va même récupérer des corps explosés sur le terrain pour les remettre dans la fosse. Enfin, les rares fragments qui restent encore sont disposés comme si l'individu était complet. Je ne sais pas si vous voyez le geste de fraternité extrêmement fort qu'on a pu, là, mettre en avant. L'identité précise de chacun des potes de Grimsby, inhumés dans cette tombe, ne sera sans doute jamais établie. Mais parfois, même plusieurs dizaines d'années plus tard, les spécialistes parviennent à rassembler suffisamment d'indices pour redonner un nom et un visage au corps qu'ils découvrent. Les familles peuvent alors renouer avec l'histoire de leurs ancêtres et fermer enfin une page terrible de leur histoire. En août 14, 5 août je crois, il me semble. 14, 5 août 14, c'est ça. Voilà, 5 août, oui. 5 août 1914. Ouais, 5 août 14, c'est ça. Donc, lettre, Arthur Leguet a été consacré à Notre-Dame de Chartres, donc on a la médaille... Geneviève Amouda et Xavier Guité sont respectivement la petite-fille et le petit-neveu d'un soldat mobilisé sur le front de Champagne en 1914. Officier Leguet, officier Leguet. Ah, peut-être. Arthur Leguet, c'est son nom, est sous-lieutenant dans le 2e bataillon des chasseurs à pied de Massy. Très attaché à sa femme et à ses enfants, il envoie plusieurs lettres par semaine, des missives précieusement conservées au fil des années. Je t'écris rapidement cette lettre en plein air à la lumière d'une bougie. C'est très drôle. Il pleut et quelques gouttes viennent consteller mon papier à lettres, ce qui me force à ne pas écrire droit pour éviter les taches. Tout le monde a le sourire. Mon entorse est presque guérie. C'est presque guéri. Mais d'ici 8 ou 15 jours. Mais d'ici 8 ou 15 jours, je demande une permission. Au revoir, à bientôt, bon baiser. C'est voilà, les derniers mots de sa main. Ce qui est très émouvant, c'est l'heure, et puis le début de cette lettre, quoi. Et de voir les gouttes de pluie qui sont tombées le 26 septembre 1915, qui restent encore, enfin, c'est une double présence du mort et du disparu. Ça, je trouve ça très, très émouvant. 3 jours après avoir envoyé cette lettre, le sous-lieutenant Leguet est porté disparu sur le front. Le chef de corps adresse alors un autre courrier à la famille. Madame, je veux tout d'abord vous dire mon admiration et celle des officiers restants pour la conduite héroïque de votre mari en cette matinée du 30 septembre. C'est devant les batteries qu'il est tombé, frappé d'une balle qui l'a atteint probablement dans le côté gauche. Les chasseurs l'ont vu, assis, appuyé sur la main droite, le haut du corps redressé, continuant à crier d'une voix forte « En avant, mes enfants, en avant !» Pendant 4 longues années, les proches d'Arthur Leguet vivent dans le doute. Est-il mort? A-t-il été fait prisonnier? Le reverront-ils un jour? Mais en décembre 1919, l'espoir prend fin lorsqu'un acte de décès leur est envoyé. L'histoire aurait pu s'achever ainsi.
Mais 97 ans après sa disparition, Arthur Le Guay a ressurgi du passé. Son corps a été retrouvé sur le site de la Main de Massige et les objets qui l'accompagnaient ont permis de l'identifier sans l'ombre d'un doute. Ces précieux vestiges sont aujourd'hui conservés par Geneviève et son cousin Xavier. 15 novembre 1878 au Mans. Donc c'est comme ça que les restes ont été identifiés. Voilà. Alors après, il y a les 2 médailles qui ont été envoyées par sa sœur dans un état... On ne croirait pas que c'est resté 97 ans en terre. Voilà, médaille. En octobre 2012, une grande cérémonie d'inhumation est organisée et 5 générations sont réunies pour honorer la mémoire de cet ancêtre sorti de l'oubli. Arthur Le Guay repose désormais dans la nécropole nationale du Pont de Marson, à quelques kilomètres seulement du lieu où il a perdu la vie. Lagrange et Le Guay. Arthur Charles. J'ai ressenti à la fois de l'émotion et puis une espèce de quiétude de savoir que maintenant il y avait un lieu sur lequel on pouvait venir se recueillir en ayant aussi la pensée de maman qui aurait aimé se recueillir également au même endroit. Voilà. On met un point final à un point d'interrogation. Voilà, où était-il? Où est-il mort? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et puis tout à coup, on sait qu'on a retrouvé sa médaille, sa plaque d'immatriculation. Bon, là, c'est un disparu qui devient connu. Il passe de l'inconnu au connu. Et presque au vivant d'ailleurs, moi je trouve. C'est ça, hein, voilà. Presque au vivant, parce que maintenant, je veux dire, bon, il est là, il existe, on peut venir le voir, voilà, c'est tout. Il est vivant dans la mort, quoi. Aux côtés d'Arthur Le Guay, 21 300 soldats français reposent à la nécropole du Pont de Marson. Tout le long du front ouest, des milliers de cimetières et de mémoriaux français, britanniques, belges ou allemands honorent le souvenir de toutes les victimes de la Grande Guerre. De ces hommes qui semblent aujourd'hui être morts pour rien et avoir été sacrifiés au nom d'un nationalisme exacerbé. En étudiant les vestiges qu'ils ont laissés derrière eux, archéologues et historiens contribuent à perpétuer leurs souvenirs et font évoluer notre regard sur ces 4 années sanglantes. Ces tranchées, ces souterrains, ces lettres et ces objets personnels nous rappellent l'horreur du champ de bataille et les millions de familles brisées dans les 2 camps. Un siècle plus tard, les derniers survivants du conflit ont tous disparu. Raconter leur histoire fait aujourd'hui partie de notre devoir de mémoire, pour que l'on n'oublie jamais cette guerre qui devait être la der des der, mais qui porte déjà en elle le germe d'un autre conflit, encore plus dévastateur.